Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors, ce que je voudrais d'abord vérifier, c'est que vous nous entendez bien. Alors, si vous pouvez aller dans le chat pour mettre un point, un pouce vers le haut ou bien dire OK, parfait, on vous entend bien. Parfait, on a un premier retour, merci beaucoup. OK, bon, nickel. Alors, première chose, je voudrais juste, vous voyez sur l'onglet, enfin, vous avez plusieurs onglets en bas à droite où il y a sondage. On va vous poser deux questions avec sondage. Et puis, vous avez l'onglet questions que je vous invite à utiliser dès que voilà, vous avez des questions et auxquelles on répondra en fin de webinaire. Donc, merci à tous d'être là. Je suis Olivier Roche, le directeur France de FCB. Je vous présenterai la société en fin de discussion. Et David, je te laisse te présenter. Et donc moi, je suis David Février, Alliance Manager chez Axialis. Et donc j'ai en charge la gestion des partenariats technologiques et commerciaux pour la société Axialis. Et David vous présentera également Axialis en fin de discussion. Donc, nous sommes ravis de vous présenter ce webinaire que nous avons intitulé Mutuelle Assurance, les 6 bonnes pratiques pour une expérience client réussie. Alors, pendant une demi-heure, nous allons vous présenter les 6 bonnes pratiques. Et puis, nous accordons une demi-heure également pour les questions-réponses que nous vous invitons à poser tout au long de notre prise de parole et on y répondra en fin de discussion. Alors, pour démarrer, je vais vous poser une question, donc je vous invite à aller dans sondage. Et la question, c'est parmi ces marques, quelle est celle qui, à vos yeux, offre la meilleure expérience client? Je vous laisse une dizaine de secondes. Hein. Voilà, je vous invite tous à y répondre. Alors, vous voyez les résultats, aucune surprise. On est à 89% Amazon. Alors, c'est vrai que si je vous avais mis Booking, Uber, Apple, Airbnb, peut-être que le choix aurait été plus compliqué. Là, volontairement, j'ai mis des marques dont l'expérience est un peu moins forte, mais on est en droit de se poser la question de comment une marque comme Amazon est devenue la référence dans l'expérience client. Et donc, c'est sur la base de ces constats que nous allons maintenant vous présenter les 6 bonnes pratiques pour vous permettre d'optimiser votre meilleur client. Alors, première bonne pratique, c'est la simplicité, la fluidité, l'immédiateté. Je vais focaliser vraiment sur la simplicité. En fait, on a plusieurs facteurs qui convergent. On a une augmentation et une accélération des flux d'informations. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous, combien vous recevez d'emails ou de sollicitations type WhatsApp, SMS, Messenger, Notif. En fait, on est constamment sollicité. Deuxième point, c'est qu'il y a une complexité du monde et l'ensemble des systèmes, qui soient économiques, sociaux, politiques, qui se complexifient, plus la situation géopolitique. Aujourd'hui, on a une charge mentale et une augmentation considérable de notre anxiété. Donc ça, c'est un premier élément. Je vais volontairement vite. Deuxième point, c'est que parallèlement à cette complexité et à cette charge mentale, vous avez une nouvelle norme qui a été imposée presque, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, par les boîtes de la tech. Et d'ailleurs, les InsurTech sont sur ce sujet. En fait, tous ces acteurs ont un point commun. Ils mettent le client au centre de leurs préoccupations. Ils cherchent en permanence à répondre aux besoins des consommateurs. Et la valeur des InsurTech aujourd'hui est d'abord expérientielle. Alors, ces acteurs, ils ont compris que pour chaque bonne expérience digitale, ça devenait la référence. En fait, ça devient un standard. Et donc, la conséquence, c'est que les consommateurs attendent des marques qu'elles alignent leur qualité de service sur la meilleure expérience vécue, pas nécessairement d'ailleurs dans le secteur d'activité, mais ailleurs. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de proposer des produits ou des services, il s'agit de proposer des solutions clients. Donc, voilà, on ne va pas se mentir, mais dans l'assurance,
il y a un peu de travail. Et si je reprends les propos de Jean-François Garin, qui est DGA de Groupama Ganvi, je le cite, hein, jusqu'ici, la relation client dans notre secteur est quasi inexistante et de façon imagée, il la réduit souvent au trou de gruyère. À ça, vous ajoutez 3 statistiques. Je ne vais pas vous noyer de statistiques, mais il y en a 3 qui me paraissent vraiment importantes et explicites. On a 50% des consommateurs qui jugent que la relation qu'ils ont avec les entreprises sont trop complexes. On a 60% des gens qui disent qu'attendre est ce qu'ils détestent plus dans la vie. Et enfin, on a 86% des gens interrogés qui répondent « Oui, je suis prêt à payer plus cher pour une meilleure expérience ». Et donc, la première bonne pratique, c'est de coller aux attentes de simplicité du consommateur. Aidez-le à prendre les bonnes décisions, aidez-le à à choisir rapidement, parlez-lui sa langue, faites-lui économiser du temps, faites-lui économiser un peu d'argent, aidez-le à ne pas se tromper. Je vous montrerai tout à l'heure un bénéfice qu'on a eu sur une de nos solutions qui permettent justement d'éviter toutes les erreurs de saisie. Et donc, sur la première bonne pratique, je voudrais conclure en disant transformer, oui, mais en simplifiant. Sauf que la simplicité, ça demande de l'audace, parce que malheureusement, la tendance conduit naturellement vers la complexité. Et donc, voilà, un premier conseil, c'est soyez audacieux, simplifiez. Je vais vous parler maintenant du self-care. Deuxième bonne pratique, le self-care. Première chose, c'est que je vais définir pour que tout le monde ait cette notion-là. Donc, le self-care, c'est une ou plusieurs solutions permettant à vos utilisateurs d'être complètement autonomes. On parle d'outils simples et d'actes de gestion simples, comme la gestion d'un contrat, l'ouverture d'un compte, la demande de devis, le suivi de son dossier sinistre, ou encore, tout basiquement, de répondre à une question, et ce, H24, 7 jours sur 7. Et j'ai une deuxième question que je vais vous demander de répondre sur le sondage, qui est sur quel parcours vous avez mis en place un outil de self-care, si vous l'avez fait. Je vous laisse quelques secondes. Alors là, c'est très partagé. Donc vous voyez tous, 26% sinistre, 18%, alors ça aussi, je vous laisse encore quelques secondes, mais bon, on a déjà les grandes tendances. Donc majoritairement sinistre, demande de prise en charge, demande d'information, enquête de satisfaction, réclamation, on va dire que c'est un peu sur le 1, aucun, 12% encore, onboarding 7%, et suivi envoi carte 7%. Donc, globalement, il y a déjà pas mal de sujets qui ont été mis en place, et j'espère que vous avez utilisé la bonne première pratique qui est la simplicité. Je continue avec 3 stats. Je reprends une des premières que je vous avais données tout à l'heure, c'est 60% disent des gens ils ne veulent plus attendre. C'est ce qu'ils détestent le plus dans leur vie. 81% des personnes essayent de résoudre eux-mêmes leurs problèmes avant de s'adresser à un conseiller. En fait, il y a toute cette démarche de quand je peux faire quelque chose moi-même, je peux le faire H24 quand j'ai envie. Deuxièmement, ce n'est pas intrusif. Je ne vais pas rentrer en relation avec une personne et du coup, voilà, c'est beaucoup plus engageant. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus autonome. Et enfin, 88% des clients estiment qu'une réponse immédiate à leurs problèmes favorise le sentiment de fidélité. Et donc, le premier bénéfice du self-care, c'est de coller aux attentes du consommateur qui veut plus d'autonomie. Je vous pose la question, qui aujourd'hui va téléphoner à son médecin pour prendre rendez-vous quand vous avez une solution de type Doctolib? Qui va téléphoner pour réserver un taxi quand vous avez des solutions de VTC?
qui va téléphoner pour savoir quelle est la population de New York, sachant que vous avez Google ou Siri qui peuvent vous apporter la réponse immédiatement et sur H24. Et donc, les consommateurs que nous sommes tous, on privilégie toujours la solution la plus simple, la plus rapide et la moins intrusive pour répondre à notre problème. Donc, on en revient au fameux « aidez-moi, simplifiez-moi la vie ». Alors, pour l'entreprise, il y a plusieurs bénéfices également. Le premier, comme on l'a dit, c'est de coller aux attentes du consommateur en termes de simplicité, d'immédiateté. La deuxième, c'est de réduire vos coûts de gestion. C'est-à-dire que tout ce que le consommateur va faire par lui-même, c'est autant de travail que les équipes n'auront pas à faire. Le troisième, je vous en parlais, c'est d'éviter les erreurs en permettant, par exemple, de valider en amont des documents grâce à l'IA et de fait de réduire considérablement les tâches des équipes de gestion a posteriori. Quatrième, le désengorgement de votre service client qui permettra aux équipes de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Mais ça, je laisserai David en parler un peu plus tard. Un autre bénéfice, c'est l'amélioration du taux d'engagement. Plus en fait, c'est simple, meilleurs sont l'ensemble des taux. Engagement, complétude, souscription. Et puis un dernier, c'est que plus vous allez coller aux attentes du consommateur, plus il va y avoir de rétention, plus ça va devenir un ambassadeur. Et donc, encore une fois, c'est un cercle vertueux. Plus de satisfaction, plus de souscription, plus d'ambassadeurs, moins de coûts, moins d'attentes, moins de drop-off. Enfin, pour terminer, je voudrais reprendre l'exemple de Doctolib. Accessoirement, est une licorne, hein, et ils ont automatisé un process extrêmement simple, puisque c'est la visite médicale. Ils apportent une meilleure expérience de recherche d'autonomie du consommateur. Je peux réserver mon rendez-vous H24, encore une fois, de façon extrêmement simple. Ça apporte des bénéfices, puisque moins de coûts de gestion pour les médecins, mais ça a apporté un bénéfice supplémentaire aux médecins, puisque ça a réduit de 75% les no-shows. Et donc, il y a toujours des bénéfices premiers et des bénéfices seconds. Je vous prends l'exemple d'une solution qu'on a développée avec un assureur, où on permet en fait aux personnes de scanner leur carte grise. Et en scannant leur carte grise, non seulement ça authentifie la validité du document, mais ça permet d'OCRiser, c'est-à-dire qu'on extrait les datas de la carte grise, ce qui fait que la personne sur son mobile n'a aucun élément à taper. Et donc, indépendamment de l'effet waouh, puisque la personne n'a strictement rien à faire, tout est fait par la machine, c'est qu'en plus, ça réduit considérablement, ça les annule presque, hein, les erreurs de saisie. Et du coup, moins de gestion a posteriori pour les équipes. Donc voilà, je conclurai sur deuxième bonne pratique, sur deux choses. Comme vous pouvez le lire, un client autonome est un client heureux. Et le deuxième, c'est que sur une partie de vos parcours, vous devez devenir le Doctolib de l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Et je donne maintenant la parole à David et je vous présenterai tout à l'heure FCB et répondrai à vos questions à la fin du webinaire. David, c'est à toi. Merci beaucoup Olivier pour ces deux premières bonnes pratiques. La troisième sur laquelle on va arriver maintenant, c'est la notion de cohérence dans le parcours client. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cohérence ? Je me suis permis d'en remettre la définition. Cohérence, non féminin, en fait, un rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles ou l'absence de contradiction. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça signifie quoi derrière ? Ça signifie que un parcours client, quel qu'il soit de souscription, d'onboarding, qu'il soit de réclamation, doit proposer en matière d'expérience client une réponse qui est en correspondance absolue avec l'attente du client sur ce parcours. Je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de vouloir souscrire à un nouveau compte bancaire sur un parcours complètement digitalisé parce que vous avez fait le choix d'ouvrir un compte secondaire ou un compte prioritaire via Lydia. Quand vous êtes une marque telle que Lydia et que vous proposez un parcours client qui ne serait pas full digital pour l'onboarding, avec y compris un contrôle des KYC, vous êtes en dissonance quelque part entre la promesse que vous faites d'un côté
attaché à la marque, et d'autre part, avec le parcours client auquel, justement, le client auquel vous vous adressez s'attend. Donc, quand on parle de cohérence de parcours client, c'est une cohérence qu'il doit y avoir entre la marque et les valeurs que vous représentez et la promesse qui est faite au client en amont, et derrière, le parcours client que vous allez offrir, quel que soit ce dernier. Je me suis permis sur cette slide-là de reprendre une citation de Daniel Pennac. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas la vérité, voyez-vous, c'est la cohérence. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que un client, quelque part, s'en fiche de ce qui est la vérité de votre système de gestion. Je vais prendre un exemple. Vous êtes une mutuelle santé et vous êtes en train d'expliquer au téléphone à votre client que vous comprenez, c'est normal, sa prise en charge hospitalière, elle est complexe, c'est long, ça va prendre plus de 3 ou 4 semaines et le remboursement associé, idem. Sauf que quand vous êtes un agent territorial adhérent à la MNT avec un revenu mensuel moyen d'environ 1 800 €. Quand on vous annonce qu'après une opération que vous avez subie qui vous a coûté 3 000 €, vous allez attendre plus de 4 semaines pour pouvoir être remboursé, c'est peut-être la vérité, effectivement, à un moment donné, de la mutuelle que vous représentez. En revanche, ça n'est pas celle que le client veut entendre et ça n'est pas la cohérence à laquelle il s'attend dans le parcours client. Donc, ce qui est fondamental, c'est bien de garder justement cette cohérence entre le parcours client, la marque que vous représentez, ses valeurs. J'espère que sur ce premier sujet-là, j'ai été relativement clair dans ce qu'on attend par la cohérence du parcours client, qui sont ce triptyque de valeurs, marque, la perception des valeurs associées à la marque, la notion du parcours qui est proposé et, in fine, ce que le client est en droit d'en attendre. Alors, excusez-moi, un tout petit souci voilà, sur la présentation des slides. Et comme ça, j'en profite pour passer à la bonne pratique numéro 4. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a cette cohérence du parcours client, les slides qui sautent, on va être en capacité derrière de se dire mon parcours il est cohérent, il est simple, on a proposé de la self-carisation quand il y en avait besoin. Maintenant, cette self-carisation, la simplicité du parcours, elle permet quoi? Elle permet de remettre au centre des attentions pour les marques que vous représentez aujourd'hui, le conseiller clientèle. La self-carisation, elle va supprimer, entre guillemets, du périmètre du conseiller clientèle, toutes les tâches qui sont considérées comme n'étant pas à valeur ajoutée et qui vont pouvoir être faites par le client lui-même quand il est devant son ordinateur ou sur son mobile avec les applications que vous lui offrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on a un conseiller clientèle qui, lui, va devoir prendre en charge de façon rapide, de façon cohérente, comme on vient de le voir précisément, et de façon extrêmement efficiente, des demandes clients qui sont à la fois complexes, mais qui souvent aussi sont émotionnelles. Pourquoi je parle d'émotion dans ce cadre-là? Parce que très souvent, les actions qu'on va proposer sur un parcours avec une assistance humanisée sont des actions qui nécessitent la prise en charge d'émotions ou de complexité. L'émotion, c'est vous venez de subir un dégât des eaux, il y a eu des orages très forts dans le sud-ouest dernièrement qui ont détruit dans certaines communes les plafonds des habitations. Donc il faut, dans ce moment-là, on n'a pas envie de faire de la self-carisation. Si ça se trouve, d'ailleurs, on ne peut même pas le faire parce qu'on n'a plus d'électricité, on n'a plus de box chez soi, enfin c'est le bazar. Le plus simple, c'est de prendre son téléphone et on a à la fois une charge émotionnelle qu'on vient de prendre par rapport à la perte de biens et on a besoin justement d'avoir une oreille attentive et en même temps experte qui va prendre en charge la demande. Donc, tout ce que l'on a vu avant, c'est comment justement la digitalisation des parcours, comment les outils, l'intelligence artificielle qu'on peut mettre au service du client et au service du conseiller vont permettre d'avoir une expérience client qui soit enrichie. Eh bien, cette expérience client, elle va être enrichie parce qu'en amont, on aura dépollué le conseiller clientèle pour le permettre de se concentrer sur des demandes justement à forte valeur ajoutée, soit empreinte de complexité, soit empreinte de charge émotionnelle, soit empreinte des deux. Et en plus, on va lui mettre à disposition des outils de type base de connaissances dynamique, de type
FAQ dynamiques, automatisées, etc., qui vont permettre aux conseillers clientèle d'aller chercher la bonne information pour pouvoir répondre rapidement. On va être aussi en capacité de mettre en place, par exemple, dans ces outils-là, ce qu'on appelle de la voice vidéo, c'est-à-dire de la vidéo qui passe via de la technologie WebRTC et qui va permettre à un moment donné à votre client de vous montrer en live le dégât des eaux qu'il vient de subir dans le cadre des orages que j'ai cités précédemment dans le sud-ouest il y a la semaine dernière. C'est donc ces éléments-là qui vont permettre de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu jargonnée peut-être, mais un conseiller augmenté. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a un livre blanc qui est sorti fin 2020 qui s'appelle « Le conseiller augmenté dans la banque et l'assurance » de Juliette Stierwarn et en partenariat avec la France FinTech, qui, de mon point de vue, est une vraie référence et que je vous invite d'ailleurs à aller compulser à l'issue de ce webinaire parce qu'il réexplique de façon assez intelligente et intelligible ce que sont toutes les bonnes pratiques d'aujourd'hui, mais y compris en prospective de demain en matière de conseiller augmenté et comment justement tous les éléments d'intelligence artificielle que l'on peut mettre aujourd'hui au service de la relation client viennent non pas se substituer au conseiller, mais viennent renforcer sa posture et viennent lui donner justement plus d'arguments, plus d'intelligence, plus d'agilité dans les interactions qu'il a avec vos propres clients. Ça me permet de faire la transition, si vous en êtes d'accord, et s'il n'y a pas de questions à ce stade-là, sur la troisième bonne pratique sur laquelle moi je prends la main, donc qui est la bonne pratique numéro 5, qui est comment on peut atteindre une expérience distinctive et mémorable. Le fameux effet waouh. Eh bien, pour avoir un effet waouh, il y a déjà 2 steps en amont qu'il faut bien avoir en tête et surtout ne pas avoir oublié. Donc, on a représenté ici avec mon camarade Olivier la pyramide de Maslow 3 étapes que sont l'étape basique, l'étape de performance et l'étape liée à l'émotion. L'émotion, on en a parlé sur la slide et sur la bonne pratique précédente. C'est ce qui va arriver, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub d'Amaguise, comme la cerise sur le gâteau, à la fin, une fois qu'on a respecté les basiques, qu'on a eu une relation clientèle performante, c'est vraiment ce qui va venir créer la surprise. Mais pour ça, il est fondamental d'avoir respecté les basiques. Les basiques, c'est quoi? C'est d'avoir été en capacité d'apporter la bonne réponse aux attentes qui sont essentielles et qui sont souvent les composantes suivantes: le prix, la disponibilité, la norme, et bénéficier d'un parcours client identifié. Et là encore, vous le voyez, on fait un clin d'œil à ce qu'était tout à l'heure la cohérence du parcours client. Le deuxième niveau auquel il faut avoir répondu si on veut aller chercher un effet waouh, c'est la performance. C'est-à-dire, c'est le délai de réponse, c'est la simplicité avec laquelle on a répondu et c'est l'adaptation du meilleur canal en fonction du parcours client. Donc, c'est ce qu'on a vu sur les bonnes pratiques 1 et 2. Et enfin, quand on a bien consolidé et bien respecté ces 2 premiers éléments, là, on est en capacité d'aller proposer quelque chose qui est un peu différent, qui est de l'émotion. C'est le dépassement des attentes. C'est être capable de façon proactive d'aller proposer la souscription à un élément complémentaire. On va prendre un exemple dans le cadre d'une mutuelle. Vous venez de changer de statut familial, vous avez divorcé, par exemple, vous vous retrouvez en situation monoparentale, donc vous avez un peu moins les moyens, sans complémentaire ou sur complémentaire santé, de pouvoir changer vos lunettes ou d'aller régulièrement chez le dentiste. Eh bien, ça, au regard de votre changement de statut, le conseiller clientèle que vous avez de l'autre côté du téléphone l'a compris, il va être capable, sans que vous ayez besoin de lui en parler, de vous proposer une solution avec une évolution de garantie qui va correspondre à votre changement de statut et donc à l'évolution de vos revenus, avec quelque chose qui n'aura pas été sollicité. Ça veut dire que vous avez respecté les basiques en amont, vous l'avez écouté sur sa demande de prise en charge hospitalière, vous l'avez fait de façon rapide, etc. Et en plus, vous prenez en compte son changement de statut. Ça, là, à ce moment-là, vous générez un effet waouh. J'espère avoir été clair sur cette partie-là, ce qui va me permettre maintenant, et avec Olivier, de repartager des éléments sur la bonne pratique numéro 6, qui sont les choix des bons partenaires. Avant qu'on parle de nous, dans des bons partenaires, on va quand même vous donner quelques petits éléments pour être bien sûr que quand vous choisissez un partenaire pour déployer une solution,
donc un éditeur ou un intégrateur ou une société de conseil pour aller justement rechallenger la digitalisation de vos parcours clients. Il faut prendre en mesure de précaution quelques points d'attention et qui pour moi se résument en réponses qui peuvent être pas toujours évidentes, mais à des questions qui pour moi sont relativement simples. Le partenaire que vous allez choisir correspond-il au profil des clients que j'adresse? Si vous prenez à un moment donné en intégration de solutions un expert de la mutuelle et de l'assurance, alors que vous êtes vous un expert du voyage et que vous allez devoir intégrer des solutions de ticketing comme Sabre ou de réservation, comme Socrate, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le bon choix d'intégrateur que vous êtes en train de faire. Donc dites-vous toujours quels sont les clients que j'adresse et quels vont être les meilleurs partenaires pour accompagner ces clients que j'adresse par rapport à l'expertise et au niveau d'expertise dont je vais avoir besoin pour intégrer la solution que je suis en train de choisir. Il y a une logique de cohérence entre les marques aussi. Je vais prendre un exemple tout bête, celui de la Maïf. La Maïf, aujourd'hui, assureur militant, des valeurs très fortes, entreprise à mission. Le jour où il choisit un outsourcer, il est peut-être intéressant qu'il choisisse un outsourcer qui ait les mêmes valeurs que lui, qui soit engagé sur des labels de responsabilité sociale, qui soit même peut-être, pourquoi pas, entreprise à mission. Parce qu'à un moment donné, ça va faire un écho et l'ADN des conseillers clientèle externalisés qu'il utilisera dans une partie de sous-traitance, ce sera peut-être plus facile d'embarquer justement pour un des leaders aujourd'hui de l'assurance de biens et de personnes, des conseillers clientèle externalisés dans ce qui est son propre ADN, à partir du moment où il y a une valeur et une cohérence entre les marques qui sous-traitent et celles auprès desquelles la sous-traitance est portée. Et puis, il y a la valeur perçue de la marque du partenaire. Est-ce que le partenaire avec lequel je suis en train de signer, surtout s'il est visible, a une valeur perçue par le grand public ou par les experts qui correspond à la mienne? Ça, c'est différent de la compétence et de ce que l'on a vu en amont. C'est vraiment cette valeur perçue. Est-ce que ça ne va pas être en dissonance avec les valeurs perçues de ma propre marque? Et puis enfin, il y a la légitimité de l'association des marques. Est-ce qu'à un moment donné, la marque avec laquelle je suis en train de m'associer dans cette logique de partenariat, c'est une marque qui fait le même métier que moi et sur laquelle, à un moment donné, on ne va pas se poser des questions en termes de dissonance. Parce que ce qui est important dans la durée, et je me permets de citer à ce moment-là Fernand Sacou, c'est qu'un bon partenaire, c'est quelqu'un qui soit en capacité de nous donner de la force dans les moments difficiles. D'où la réponse à ces quatre questions qui peuvent paraître simples et qui ne sont effectivement pas toujours évidentes à mettre en pratique. Maintenant, je vais laisser la main à mon camarade Olivier parce que, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, vous avez deux représentants de deux marques différentes. Un qui va vous orienter plutôt vers la self-carisation qui est fcb.ai et l'autre plutôt vers le canal voix et comment vous accompagnez bien vos conseillers clientèle et vos clients. Et mine de rien, on se disait que la meilleure façon de choisir de bons partenaires, c'était de nous poser quelques questions parce que nous, on est convaincus qu'on peut être vos bons partenaires. Olivier, c'est à toi. Merci beaucoup, David. Donc, rapidement, qui sommes-nous? Donc, FCB, dans Revenu Machine, c'est parce qu'on est soit sur la logique de make money, c'est-à-dire tout ce qui est onboarding, tout ce qui est souscription, tout ce qui est génération de leads, ou save money. Là, on va être sur tous les process post-achat, pré- et post-achat de FAQ, d'enquête de satisfaction, de gestion de sinistre. Donc, en fait, nous sommes un partenaire pour tout ce qui est digitalisation de vos parcours clients. Et on a créé le concept d'IPA, qui n'est pas la bière pour les amateurs, mais d'Interaction Process Automation, avec un axe sur la performance, puisqu'une partie de notre rémunération est liée à la performance. Et j'adore parce que je conclue souvent en disant que ça nous condamne à réussir ensemble. Et donc voilà, on est spécialisé banque assurance. Nous sommes présents sur 2 continents, l'Afrique et l'Europe, présents maintenant dans 6 pays. Et vous voyez quelques références que nous avons, donc essentiellement des assureurs
mais nous avons signé aussi un gros site de paris en ligne pour tout ce qui est onboarding. Voilà, donc à votre dispo après le webinaire pour échanger sur vos problématiques. David? De notre côté, Axialis, qui sommes-nous? Alors, Axialis, on est à la fois un éditeur d'une solution logicielle en mode SaaS de téléphonie, appelé vulgairement, mais ça vous connaissez tous, bandeau téléphonique mis à disposition de vos conseillers clientèle. Donc, on a 3 modules au sein de cette solution. Un module conseiller, un module supervision, un module administrateur, parce qu'une des forces de la solution aujourd'hui qu'on propose, c'est une solution full web RTC qui ne vous impose aucunement le déploiement en physique, on-premise, de toute ou partie de notre solution. C'est tout l'inverse. Donc, il y a une vraie agilité derrière dans le déploiement. Et ce qui nous anime au quotidien, toutes les équipes de Head of Product chez Axialis, comme les équipes de Customer Success Managers, c'est d'être complètement orienté métier. Donc, quand on déploie notre solution, on rend la main au métier chez vous sur l'administration de la solution, sur la construction des parcours de serveur vocal interactif, qu'ils soient simples ou qu'ils soient complexes. On vous accompagne à la mise en œuvre au départ, certes, mais l'objectif, nous, c'est de rendre la main au métier réellement sur l'opérating de son outil de téléphonie. On est par ailleurs opérateur télécom, c'est-à-dire que demain, si vous souhaitez passer par Axialis pour faire une reprise d'un certain nombre de vos numéros SVA qui sont complexes, de les harmoniser et de les reprendre en gestion complète, on est en capacité de le faire aussi. Notre solution de téléphonie et de relation client, elle est intégralement dans le cloud et on est déjà interconnecté via API à des solutions leaders du marché comme Zendesk, Salesforce, Microsoft Dynamics, EasyWare ou Inso. À date, en termes de success story, on est à un peu plus de 40% de croissance sur les 5 dernières années et on a plus de 15 000 utilisateurs actifs depuis 2021. Parmi les marques qui nous font confiance, on a un certain nombre de verticaux. Je ne vais pas citer toutes les marques ici, mais je vais dire plutôt quels sont les verticaux sur lesquels on est prioritairement présent. Donc, c'est les assurances et les mutuelles, c'est le monde du voyage et du tourisme, et enfin, c'est le monde du retail et du e-commerce. Voilà pour Axialis. Je vous propose maintenant, si vous en êtes d'accord, de nous poser des questions. On a encore un quart d'heure, 20 minutes devant nous pour y répondre. Ah, je vois qu'on en a déjà quelques-unes. Tiens, elle est pour toi, celle-là, Olivier, je pense. Je ne sais pas si tu la vois. C'est d'Alexandre. Peut-on faire du self-care vocal sans IA? Tout à fait. Tout à fait possible. On peut faire du self-care vocal, non vocal, avec ou sans IA. Donc, en fait, l'idée, encore une fois, c'est d'apporter de la valeur au consommateur et donc de l'aider et de le rendre le plus autonome. Encore une fois, je répète que 60% des gens, ce qu'ils détestent le plus dans la vie, c'est d'attendre. Et Dieu sait si on a tous eu de mauvaises expériences d'attente quand on téléphone. Et donc, tout ce qui va nous permettre, et le serveur vocal ou self-care vocal sans IA est une solution. L'idée est encore de réduire le plus possible l'attente par rapport à la question du consommateur. D'autres points à apporter, Olivier, de ton côté? Non, je regarde les autres questions. Là, on a 2 questions te concernant plutôt. Ouais, j'en vois une effectivement de la part de Manon. Alors, Manon nous demande, quels seraient selon vous les outils à mettre en place rapidement sur un centre de contact? Alors, celle-ci, elle est pour nous deux quand même. Ouais. Moi, je vais répondre sur la partie, téléphonie. Bien évidemment, je ne peux être que convaincu qu'un outil de distribution des appels vers les bons pools de compétences ou vers les bonnes équipes chez vous est un outil essentiel, ce qu'on appelle un serveur vocal interactif. Et derrière ce mot-là, derrière le mot de serveur vocal interactif, ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est la fluidité entre le questionnement d'un client sur un parcours client. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut résilier.
Si vous lui faites faire successivement 7 ou 8 choix de suite avant qu'il arrive sur la bonne personne pour répondre à sa demande de résiliation, alors que votre objectif à vous, c'est de pouvoir le retenir, au moment où il arrive face au conseiller clientèle pour parler de sa résiliation, il n'aura même plus envie de vous écouter sur l'acte de rétention. Donc, un outil de serveur vocal interactif, c'est quelque chose qui doit permettre en 2 voire 3 clics maximum ou choix sur ce serveur vocal d'accéder à la bonne personne qui va lui donner la bonne information et qui aura derrière le bon geste au métier. Et puis, bien évidemment, là, je vais laisser plutôt répondre à Olivier, mais il y a tous les outils dans cette logique de simplicité du parcours, de cohérence qu'on a vu précédemment dans notre webinar, de permettre au conseiller clientèle de se recentrer sur les questions complexes ou chargées d'un point de vue émotionnel, qui sont les outils de self-carisation. Olivier, si tu veux repréciser le passé de ces outils-là. J'ai un très bon exemple. En fait, moi, l'outil qu'on a mis en place, et d'ailleurs, ça a été un effet de bord, mais c'est une base de connaissances pour les équipes. Il n'y a rien de pire que pour les équipes, justement, de ne pas avoir un outil qui leur permette d'avoir accès à l'information de la façon la plus simple. On vous pose une question, vous savez où chercher, mais le fait d'accéder à l'information prend 1 minute. Encore une fois, on est sur du temps. Et donc, on a développé pour la BNP, pour toute leur assurance voyage, un bot qui était au départ destiné aux utilisateurs B2C. Et donc, les personnes posaient des questions autour de voilà, est-ce que je suis couvert si j'ai le Covid, etc. Et en fait, on a été audité par la BNP et en fait, ils se sont rendus compte que l'outil pouvait être très utile pour les conseiller. À partir du moment où les gens posaient des questions sur leur carte bancaire, ça leur permettait d'avoir accès à l'information de façon très rapide. Et donc, on est en train de discuter pour justement développer cette solution. Donc, comment on permet à vos équipes d'avoir accès à une base de connaissances très rapidement? Et le chatbot, encore une fois, simple, est une bonne solution. Qu'on utilise de l'IA, encore une fois, ou pas. Mais ça apporte encore de la fluidité et donc de l'efficacité. Super, merci beaucoup. Une question d'Alexandra, mais elle est plus pour toi, David. Oui, effectivement. Alors, la question, pour que tout le monde l'ait, même si normalement vous les visualisez, comment se passe l'interconnexion entre téléphonie et outils canaux digitaux? Je pourrais répondre de façon simple en disant elle se passe bien, mais je ne suis pas sûr que ça vous satisfasse complètement. Mais pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une solution donc SaaS, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui bénéficie de connecteurs, d'API, qui sont très ouvertes et qui permettent justement, avec notre écosystème de partenaires, d'aller interconnecter donc, à notre solution de téléphonie d'autres outils de type justement chatbot, voicebot, base de connaissances métiers pour les conseillers clientèle, mais aussi FAQ dynamique avec un certain nombre de partenaires, puisqu'on a plusieurs partenaires sur ce sujet-là, qui vont permettre aussi aux clients, dans une logique de self-carisation, d'aller chercher ses propres réponses sans forcément passer par le canal voix et par le canal téléphonie. Donc en fait, on a un travail en fait où on met à disposition l'ensemble des bibliothèques constitutives de nos API à la disposition de nos partenaires techno et ensuite on travaille ensemble à cette interconnexion, mais ça peut même être fait, je dirais, de façon autonome par nos partenaires quand ils veulent s'intégrer avec nous. Typiquement, c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec un partenaire du monde du CRM, qui est un éditeur qui fait partie du groupe Sitel, qui s'appelle Inso, et à qui on a fourni nos API et qui a complètement intégré notre bandeau téléphonique dans sa solution CRM sans même avoir besoin de nous. Donc le niveau d'intégration de cette solution de téléphonie est relativement simple à partir du moment où vous avez des équipes techniques en face qui sont suffisamment open et expérimentées pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans notre documentation d'API et les intégrer correctement. Merci David. J'ai une autre question, c'est de Baptiste.
est-ce qu'on augmente le taux de transformation en digitalisant un parcours? Alors, j'aurais tendance à dire que quand c'est bien fait, oui. Quand ça l'est pas, non. Mais donc, à partir du moment où vous collez aux besoins du consommateur d'autonomie, de fluidité, de simplicité, oui. Prenons l'exemple voilà, d'Uber. Uber n'a pas créé le métier de taxi, il a juste identifié les irritants et, à travers les outils, a permis de les régler en partie, c'est-à-dire de pouvoir réserver son taxi H24, d'avoir une idée du délai d'attente, de régler le problème de paiement. Je n'ai plus de problème au moment où je quitte le taxi à savoir si oui ou non il prend la carte bancaire. Donc voilà, oui, la réponse est on a clairement une augmentation de transformation. On a, nous, des exemples, par exemple, ce qu'on appelle les injoignables. On a des sociétés qui achètent des leads et qui, aujourd'hui, les traitent au téléphone, mais le téléphone étant beaucoup plus intrusif, beaucoup de personnes ne décrochent pas, ou alors, vous allez me téléphoner maintenant, ben, je suis occupé, je ne vais pas décrocher. Et donc, à partir du moment où vous utilisez des outils de type asynchrone, vous allez pouvoir m'envoyer une notification, un SMS, maintenant, et moi, je n'y répondrai que dans 5 heures, ou ce soir, dans mon canapé ou dans mon lit. Et donc là, je prends le temps. Et de fait, on a cette asynchronicité déjà règle une partie du problème et du coup permet d'engager plus facilement le client. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que plus c'est simple, plus on augmente le taux d'engagement. Et puis, on se présente, nous, toujours comme des solutions expérientielles et non pas techno. Plus vous allez travailler la sémantique et le script, plus vous allez permettre au consommateur d'identifier les bénéfices. Et plus le consommateur identifie de bénéfices, plus il va s'engager et rentrer dans la discussion. Et donc, c'est vraiment à la fois du jeu de cerveau et de l'IA qui va permettre d'avoir un meilleur engagement. Donc, oui, la réponse est quand c'est bien fait et quand on répond à la problématique du client, on apporte plus de valeur et plus de transfert. Il y a une question qui est arrivée, Olivier, qui est un petit peu connexe et complémentaire à la question de Baptiste à laquelle tu viens de répondre, qui est de Elmedi, qui te demande du coup comment on peut mesurer la valeur de l'intégration de chatbot. Alors, de deux façons, à mon sens. La première, c'est d'identifier les économies de coûts de gestion, soit en équivalent temps plein, soit en temps dégagé pour justement traiter plus de valeur. Donc, il y a une dimension économie et il y a une dimension amélioration de la performance, que ce soit dans le cadre de questions, juste de questions-réponses, ou dans le cas de souscription. De souscription, c'est facile, hein, on peut voir le taux de transfert, etc., et de le comparer par rapport au KPI des autres canaux. Quand ça concerne juste des questions-réponses, c'est aussi d'identifier les questions, à quel moment elles sont posées. Par exemple, nous, on a un client où on a plus de 40% des interactions qui sont faites hors ouverture des bureaux, du call center, et le week-end, par exemple. Donc, ça, je dirais, c'est les éléments comptables, ce que recherche effectivement l'ensemble de la direction et plutôt les actionnaires. Mais il y a aussi toute une stratégie à laquelle j'adhère, hein, qui est tous les bénéfices qui sont plus long terme, qui sont d'améliorer l'expérience, de coller aux attentes du consommateur. Et donc, ça permet une rétention bien plus importante. Plus vous allez enchanter la relation, et l'enchantement de la relation, ça commence, comme l'a dit très justement David, sur le respect des basiques. Je ne veux pas attendre. Donc, si je n'attends pas, alors aujourd'hui, ça peut commencer à ressembler à un enchantement, mais on peut dire que c'est presque un basique. Je ne veux juste pas attendre. Et donc, à partir du moment où vous ne me faites pas attendre, je suis en lien avec mon entreprise et vous m'apportez un bénéfice
énorme. Avant d'enchanter et d'aller chercher l'effet wow, ça va être d'identifier justement ces irritants majeurs et sur lesquels la digitalisation peut apporter justement beaucoup de valeur. À l'inverse, ne mettez pas de robot quand je veux parler à un humain. Je reprends l'exemple de Doctolib. Je suis très content de pouvoir réserver mon rendez-vous chez le médecin à 23 heures. Mais si j'ai une urgence, je ne veux absolument pas parler à un robot, je veux parler à un humain. Et donc, voilà, c'est cet équilibre-là. Et pour revenir à la mesure de la valeur, je vous dis, il y a des éléments purement comptables et il y a des éléments un peu plus long terme autour de la rétention, de l'expérience. Et de la satisfaction client, Olivier, si tu peux me permettre, en fait, c'est la satisfaction client, en fait, c'est l'adéquation de ce que l'on a vu un peu tout au long de ces webinaires, c'est-à-dire de la simplicité du parcours que l'on propose, de sa cohérence. Et si vous déployez un chatbot juste pour gagner des ETP, je ne suis pas sûr qu'au bout du bout, vous soyez gagnant. Vous allez l'être comptablement, mais Oui. vous risquez, comme l'a dit très justement Olivier, de mettre du chatbot sur des parcours clients qui auraient nécessité une attention humaine parce que complexe ou émotionnelle. Donc en fait, le chatbot, il doit être positionné et on en mesure sa valeur dans ce qu'il permet aussi de dégager du temps au conseiller clientèle pour lui permettre d'avoir, entre guillemets, une symétrie des attentions sur ce qu'attend son client de façon parfois implicite et non pas explicite, qui est la prise en compte non seulement de son besoin, mais aussi de ses émotions, mais aussi du moment de vie auquel il est en train d'être, enfin, dont il est acteur et sur lequel il a besoin de réponses extrêmement concrètes. Je vais prendre un exemple, moi, qui m'est souvent venu en tête, qui est celui de la MNT, qui a mis en place pour le compte de ses adhérents une solution de prise en charge spécifique pour les personnes handicapées à mobilité réduite, mais pendant un laps de temps court. C'est-à-dire que quand vous sortez d'une opération lourde, je veux dire n'importe quoi, vous avez eu l'opération des 2 canaux carpiens aux 2 mains, etc., et que vous ne pouvez plus vous servir de vos mains, eh bien, ils ont une garantie spécifique qui permet effectivement de vous mettre une aide à domicile pour vous accompagner dans tous les gestes compliqués que vous allez devoir faire alors que vous n'êtes plus en capacité de pouvoir complètement utiliser vos mains. Eh bien ça, c'est des garanties qui ne sont pas proposées via de la self-carisation. C'est des conseillers clientèle de la MNT qui sont en face, qui vont vous les expliquer, etc. Parce qu'ils vont devoir anticiper ces situations de vie, ce qu'un bot aurait du mal à faire. Merci. Je crois qu'il y a une autre question qui est arrivée. Question de Baptiste. Puis, je pense qu'on en prendra une dernière et puis on arrêtera. Donc, est-ce qu'un chatbot fait du FAQ ou peut-on y intégrer aussi des fonctionnalités de type paiement? Alors oui, merci. En fait, on peut y intégrer l'ensemble plusieurs modules de type, bien sûr, question-réponse, mais ça va de la souscription et donc jusqu'au paiement. Mais on peut également y intégrer de la KYC. Donc, c'est vraiment l'ensemble des modules. Ce qu'il faut, c'est intégrer dans le process l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que si vous avez besoin de valider, aujourd'hui, on est capable de valider un justificatif de domicile. Non seulement je vais être capable de valider et d'authentifier la validité du document, de lire que la date correspond et donc est de moins de 3 mois, par exemple, d'OCRiser, donc d'aspirer la data pour remplir un questionnaire. Et donc tout ça apporte de la valeur. Quand je peux, dans le cadre de la souscription, faire du paiement sur la totalité de la fenêtre, c'est-à-dire que je vais souscrire mon assurance, par exemple, la payer, signer une signature digitale et ensuite un paiement via un PSP. Donc oui, on peut y intégrer la totalité des modules à partir du moment, encore une fois, où ça apporte de la valeur. Le seul élément, je dirais, c'est qu'il faut que ce soit apaisé, il faut qu'il y ait un connecteur qui permette d'échanger. On le fait, nous, avec des clients où on est directement en lien avec la base de données client
ce qui nous permet non seulement de personnaliser la relation, mais également d'avoir accès à l'ensemble de la data et de non seulement de la récupérer, mais aussi une fois que, par exemple, il y a souscription, de réintégrer l'information dans la base de données, encore une fois, sans intervention humaine, à partir du moment où ça apporte de la valeur. Sur la partie fonctionnalité paiement, vous avez posé la question dans le cadre d'un chatbot. Olivier y a répondu. Moi, je vais y répondre, même si elle n'était pas posée sous cette forme-là, sur la capacité de l'intégrer aussi avec une solution de voice management telle qu'on opère chez Axialis. Aujourd'hui, nous, on intègre nativement les solutions de chez VoxPay, qui est un acteur aujourd'hui qui propose une solution de paiement en ligne full PCI DSS de niveau 1, donc qui est le plus haut niveau de la norme, ce qui nous permet d'être compliant, nous, quand un des conseillers clientèle qui est équipé de la solution Axialis avec justement le module VoxPay, peut prendre les coordonnées bancaires de Madame Michu qui souhaite régler quid de son achat auprès de ses discounts ou Amazon, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était la marque préférée en matière d'expérience client. Vous avez derrière une brique VoxPay qui va vous permettre effectivement d'aller faire votre paiement de façon complètement sécurisée, tout en conservant Madame Michu en ligne et la reprendre à l'issue de la réalisation de son paiement. Voilà, donc c'est des choses aujourd'hui qui s'intègrent non seulement sur du voice management, mais aussi sur du chatbot ou du callbot. Presque apaisable. Voilà, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. J'en vois pas d'autres arriver. Moi non plus, je pense qu'on a fait le tour. Mais écoutez, on vous remercie vraiment pour votre attention. En ce moment, c'était avec vous, toutes vos questions, le côté hyper interactif de ce webinaire, et puis vous avez les petits flashcodes qui doivent apparaître sur vos écrans avec nos coordonnées du coup associées. Ou vous pouvez aussi nous contacter, parce que j'ai vu tout à l'heure dans le fil de discussion du chat que nos coordonnées mail avaient été communiquées. Si vous avez des questions, chatbot, RPA, callbot, c'est plutôt à Olivier, et des questions plutôt voice management, faudra les réorienter plutôt vers moi. Voilà. Mais, disponibilité et au plaisir de vous rencontrer. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.